Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Désolé pour l'écho, j'imagine que ça va changer un peu. Dans cette vidéo, je vais faire le corrigé vidéo du document de préparation à l'évaluation du chapitre 9 sur les fonctions quadratiques, les fonctions polynomiales de degré 2. Je dis que ça va changer parce que dans la vidéo, il y a juste la question 1 et la question 5 que je vais faire. Le reste, c'est toutes des choses qui avaient été faites dans une année précédente, là. Ça va changer un petit peu, j'imagine. Mais donc, soyez pas surpris de ça. Donc, comme à l'habitude, un corrigé vidéo, je vous le rappelle, l'objectif, c'est pas que ce soit regardé du début à la fin. Hein, c'est pas une bonne préparation à l'évaluation. Ce qui est une bonne préparation, c'est le faire de votre côté. Et s'il y a des questions que vous ne comprenez pas et que vous ne pouvez pas venir en récup ou vous préférez ne pas venir en récup, vous servez du corrigé vidéo pour avoir des explications là, sur les choses que vous ne comprenez pas. Ça peut être aussi en se corrigeant, là, vous allez voir le corrigé. L'idéal, c'est d'aller voir le corrigé au début. Puis s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous revenez au corrigé vidéo pour avoir des explications. Ça ne remplace pas là, les bonnes vieilles récupérations, les bonnes vieilles questions posées directement. Mais si vous êtes mal pris, si vous manquez de temps ou si vous ne voulez juste pas venir poser la question, c'est une possibilité là, d'utiliser ça. Donc, sans plus tarder, on y va avec la question numéro 1. Question numéro 1, on dit « Parmi les choix suivants, détermine pour quelle valeur de x a-t-on que 15 est égal à x2 plus 15x plus 21. » Fait que c'est de trouver quand est-ce qu'une fonction quadratique va donner une valeur de 15. Donc, un y de 15, c'est quoi les x qui font ça? Parce qu'il peut y avoir un x aussi, là, aucun x ou plusieurs x. Dans ce temps-là, la stratégie est la suivante. Ce qu'on doit faire, c'est on doit soustraire le 15 de chaque côté. En fait, il faut s'organiser pour avoir un 0 d'un côté de l'équation. Donc, en faisant moins 15, je m'organise pour avoir ça. Parce qu'en forme générale, on n'est pas en mesure de trouver quelle valeur donne un nombre. La raison simple, c'est parce qu'on a des x à deux endroits. Fait que si on essaie d'isoler, on ne sera pas capable d'isoler à cause qu'on a des x à deux endroits. Fait que la stratégie, c'est de tricher un peu et d'utiliser la factorisation, d'utiliser des facteurs et d'utiliser le fait que dans ce temps-là, quand c'est factorisé, on est capable de trouver quand est-ce que c'est égal à 0. Fait qu'on est en forme générale. En forme générale, on pourrait utiliser la formule, mais on peut utiliser aussi dans des problèmes comme celui-là où il n'y a pas de nombre devant le x2, la technique de produit-somme. On cherche donc deux nombres qui, multipliés ensemble, donnent une valeur de moins 36. Et là, peut-être que vous pensez à 12, à 3, à 6 avec lui-même, à 9, à 4. Mais pour les départager, on va avoir besoin de la somme. Donc, on cherche deux nombres qui, additionnés ensemble, donnent 5. Donc, d'où proviennent ces valeurs-là? Là, je vous le rappelle ici. Donc, c'est des nombres qui multipliés ensemble donnent C et additionnés ensemble donnent B. Les nombres qui vont faire ça, ça va être 9 et 4. Par contre, ça va être 9 positif et 4 excusez, je voulais écrire, pas faire un marqueur, mais 9 positif et 4 négatif. Donc, 9 fois moins 4 fait moins 36, 9 plus moins 4 fait 5. On va donc avoir à ce moment-là que 0 est égal à x plus 9 et x moins 4, qui sont mes deux formes factorisées, mes deux parenthèses. Donc, à ce moment-là, ce ne sont pas les zéros, 9 et moins 4, il faut y faire attention. Les zéros vont être de moins 9 et de 4. Pourquoi? Parce que, je peux l'expliquer avec le pointeur, Francis, pas avec le zoom, mais avec le pointeur. Ici, si je remplace x par moins 9, moins 9 plus moins 9 va donner 0, et 0 fois, peu importe ce que ça va donner ici, là, ça va être moins 13, mais 0 fois moins 13 va donner 0. La même chose de l'autre côté, si ici, je remplace x par 4, 4 moins 4, ça va faire 0, puis ici, ça a bien beau donner 13, mais 13 fois 0, ça va donner 0. Aussi, on peut retourner à notre équation de départ pour se convaincre que c'est la bonne réponse. Si je remplace x par 4, j'ai donc 4 à la 2, ce qui fait 16. Et ici, 5 fois 4, ça fait 20. Donc, 16 plus 20, ça fait 36. Et 36 moins 21, ça fait 15. Fait que ça fonctionne. La même chose avec moins 9. Moins 9 à la 2, ça donne 81. Et 5 fois moins 9, ça fait moins 45. Fait que 81 moins 45, ça fait 36. C'est 36 moins 21. Ça fait aussi 15. Donc, c'est la bonne réponse ici. Donc, voilà, pour ça, ça nous confirme que moins 9 et 4 sont les bonnes réponses. D'ailleurs, j'y ai pas pensé, mais on aurait pu partir des réponses aussi. On aurait pu partir des réponses qui sont suggérées là, les insérer dans notre fonction pour voir quand est-ce que c'est égal à 15. Ça fonctionnerait aussi comme stratégie. Donc, voilà pour la question 1.
Question 2, on dit parmi les choix suivants, quel point correspond aux coordonnées du sommet de la fonction polynomiale de degré 2 dont l'équation est la règle f de x est égale à moins 8x plus 6 à la 2. Donc, on se souvient peut-être que cette forme-ci, elle est un peu spéciale. C'est comme une forme canonique. Une forme canonique, on se rappelle que c'est f de x est égal à a fois x moins h à la 2 plus k, où le k est égal à 0. Donc, comme ça ici. Donc, dit autrement, qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve mon h qui n'était pas beau. Je vais le refaire. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais c'est comme si ta fonction, elle était décentrée de l'origine, mais elle a juste bougé dans le gauche-droite. Donc, dit autrement, son sommet va être sur l'axe des x. Bon, comme ici, on a un a qui est négatif, ça va être par en bas, et ça a été déplacé là, de 6 unités vers la gauche, parce que le h, il se trouve à être de moins 6. Ça va me donner quelque chose qui est comme ça ici. Là. On va laisser notre habilité en faire un beau dessin, mais quelque chose comme ça ici. Fait que lorsque x est égal à moins 6, je me trouve à avoir une valeur de 0. C'est mon sommet. Bon, ben, je viens de répondre à ma question qui était quel point correspond aux coordonnées du sommet de la fonction? Ben, ça se trouve à être lui aussi. On peut aussi là, procéder des fois par essai-erreur quand on est dans ce genre de situation-là. C'est-à-dire ici, je pourrais remplacer x par moins 8, y par 6, et aller voir ce que ça donne. Donc, si je remplace x par moins 8, je me ramasse avec moins 8 plus 6, donc moins 2. Moins 2 à la 2, ben, ça fait 4. Et 4 fois moins 8, ça fait moins 32, qui n'est pas du tout le nombre que je devais obtenir, qui est 6. Donc, ça ne marche pas pour mon sommet. Même chose avec l'autre. Si je prends ici 6, 0, je vais remplacer 6, x par 6, excusez. Et 6 plus 6, ça fait 12. 12 à la 2, c'est 144. Puis 144 fois moins 8, ben, ça me donne un nombre qui est vraiment petit, là, 144 fois moins 8. Moins 1152, donc on n'est vraiment pas proche d'avoir un nombre qui est correct. Donc à ce moment-là, on voit que ça ne marche pas. Mon moins 1152, dit autrement, n'était pas 0. Donc, ça ne correspond pas. Donc, on peut aussi décider de procéder par essai-erreur comme ça. Alors, c'était justement, j'en avais parlé en classe, là, j'aurais une question dont le sommet se trouve à être sur l'axe des abscisses. Donc, une fonction qui n'a qu'un seul 0. Ben, c'était la question qui faisait ça. Donc, voilà pour la question 2. Question numéro 3, on dit parmi les choix suivants, lequel correspond au 0 d'une fonction polynomiale de degré 2 dont l'équation de la règle est g de x est égal à moins 3x2 plus 12x plus 7191. Mais donc, à ce moment-là, on doit identifier dans quelle forme on est, et on est en forme générale. Donc, en forme générale, la manière de trouver les zéros, c'est d'utiliser la formule, sauf lorsque ça se factorise facilement. Et ici, ça ne se factorise pas facilement. On va donc utiliser la formule de moins b plus ou moins. Racine de b2 moins 4ac sur 2a. Et on va remplacer. Donc, mon moins b va me donner moins 12 plus ou moins. Racine de b2. Donc, racine de... Je ferai ma racine après. Mais B2, ça va être donc 12 à la 2. Ouais, je veux le zoom, s'il vous plaît. Allez, t'es capable. Bon, parfait. Donc, 12 à la 2, moins 4 fois moins 3 fois 7191. Comme ça ici. Sur 2a, donc sur 2 fois moins 3. Comme ça ici. Je vais donc avoir moins 12 plus ou moins la racine de... Et j'ai 12 à la 2 moins 4 fois moins 3 fois 7191. Ce qui me donne 86 436. C'est un gros nombre. L'important, c'était qu'il soit un nombre positif. Pourquoi c'est important qu'il soit positif? Parce que je veux avoir absolument une valeur qui va être positive pour obtenir 2 zéros. Parce que si c'est une valeur de 0 qui est en dessous de la racine, ou une valeur qui est négative, je vous rappelle que ça ne donnera soit pas de 0, si c'est négatif, ou si c'est de 0, ça va donner un seul 0 qui va être là. Donc à ce moment-là, ça me prend une valeur qui est positive pour que ça fonctionne.
C'est pour ça là, que je fais le calcul avant de faire la racine. Et la racine de ça, ça va me donner 294. On va donc devoir avoir une version positive de la réponse qui va être moins 12 plus 294 divisé par moins 6. Ce qui en fait moins 12 plus 294 divisé par moins 6, moins 47. Donc c'est bon signe, parce que c'est dans les choix de réponse. Oh, je vais faire un peu de ménage après. Et dans le négatif, j'aurai moins 12, moins 296 divisé par moins 6. Je vais pitonner ce que ça donne, mais techniquement, ça devrait être 51, selon les choix de réponse qu'on a ici. Et c'est bel et bien 51. Donc, à ce moment-là, comme ça, je vais faire un peu de ménage ici, parce que c'est pas clair. Comme ça. Donc, ça me donne moins 47 et 51, qui sont mes réponses. Pour s'en convaincre, on pourrait remplacer x2 par moins 47 par 51. Fait que je vais le faire avec moins 47. Un moins 3 fois, je vais prendre 47 à la 2, là, ça revient à la même chose que faire moins 47. Plus 12 fois moins 47, plus 7191, ça me donne bel et bien 0. Et avec 51, moins 3 fois 51 à la 2, plus 12 fois 51, plus 7191, me donne bel et bien 0 aussi. Donc, je sais que c'est ma réponse finale, la bonne réponse. Donc voilà, pour la question numéro 3. Question numéro 4, on dit « Trace l'esquisse de cette fonction et réalise son étude complète ». Donc, pour faire ça, ça nous prend 3 informations, 2 principales, là, qui sont les zéros et les coordonnées du sommet. Donc ici, je dois identifier en quelle forme je suis. C'est ce qui me permet là, de bien établir mes processus qui vont me permettre de trouver mon sommet, trouver mes zéros. Et donc, la première chose, c'est d'identifier qu'ici, on est en forme factorisée et que dans ce cas-là, mes informations qui sont là et là sont mes zéros. Mais il faut faire attention parce que la forme factorisée à la base, c'est, je vais l'écrire comme il faut, f de x est égal à a fois x moins x1 fois x moins x2. Et donc, ici, comme c'est 8 qui est là, mais c'est moins 8, mais le moins n'est pas attribuable au fait que ce soit le x1 qui soit négatif. Le moins est attribuable au fait qu'il y a un moins entre les deux. Et donc, directement, mon 8 ici, ça se trouve à être mon x1. Hein? Je vais donc avoir ici que x1 est égal à 8. Par contre, ici, le fait que j'aille un signe de positif, on peut sous-entendre à ce moment-là, ou comprendre, déduire, que la valeur qui est là, elle se trouve à être négative. Pour qu'on aille un x, je vais reprendre mon pointeur là, ici, mais x moins 3 qui nous donne un x plus 3. Donc la valeur qui va être là, pour le x2, va être de moins 3. Et la manière de t'en convaincre, c'est que si tu remplaces x2 par moins 3, ça va donner x moins 3 qu'on va transformer en x plus 3, qui est là ici. Donc, dit autrement, ici, le fait que la règle de départ ait un moins entre le x et les 0 fait que quand ça se trouve à être ici écrit en négatif, c'est pas attribuable à la valeur du x1 puis du x2, le fait que ce soit négatif. Par contre, quand c'est un plus ici, ben là, c'est parce que notre 0 il est négatif, parce qu'il ajoute un moins de plus au moins qui était déjà là, ce qui le transforme en quelque chose de positif. Mais si vous avez de la difficulté avec ça, je vous le dis, ça cause problème à plusieurs personnes, c'est pas facile à comprendre. Et donc, je sais déjà que cette fonction-là, elle a des zéros qui sont moins 3 et 8, et qu'elle est ouverte vers le haut. Pourquoi? Parce que mon A ici, il est positif, il est de 7. Et donc, à ce moment-là, ça a l'air de quelque chose comme ça ici. Donc, moins 3. C'est tellement pas ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Donc, moins 3 ici, 8 ici. Et je m'attends donc à avoir un sommet qui est vraiment entre les deux. Et je vous rappelle que c'est justement la stratégie qu'on utilise, donc le fait que la fonction elle se trouve à être symétrique. Et donc, pour trouver le h, donc pour trouver la valeur de h, on va faire la moyenne de ces zéros-là. Donc, la valeur de h,
On se rappelle qu'en forme factorisée, ça se trouve à être x1 plus x2 sur 2. Et donc ici, de 8 plus moins 3, dans l'ordre ou dans le désordre, c'est pas grave, sur 2, ce qui me donne 5 sur 2, 5 demi, comme ça ici. Et on avait effectivement un écart de 11 entre les deux. Donc 11 divisé par 2. Exact, ça fait 5,5. Puis là, on ajoute, soit on recule de 5,5 à partir de 8, ce qui va me donner 2,5, le 5 demi, ou soit j'avance de 5,5 à partir de là, ce qui va me donner 2,5. Donc voilà pour la valeur de H. Pour la valeur de K, tiens, on va faire ça ici. Mais je vous rappelle donc que notre sommet est un point dont on connaît le X. Le X de ce sommet-là est de 5 demi. Ce qu'on veut, c'est trouver le Y. Comment on fait ça? Comment on fait pour trouver les coordonnées d'un point quand on connaît une des deux informations? On remplace dans la règle et on trouve ce que ça donne. Donc, notre règle de départ, c'était f de x est égal à 7 fois x moins 8 fois x plus 3. Je vais donc remplacer f de x par 5 demi. Je vais donc avoir f de 5 demi que je vais calculer en ayant 7 fois 5 demi moins 8 fois 5 demi plus 3. Combien ça me fait, ça? 7 fois 5 demi moins 8 fois 5 demi plus 3. Oups, il manquait un petit quelque chose. Donc 5 demi moins 8, 5 demi plus 3, 7. Ça me fait moins 211,75 ou moins 847 quarts. Donc j'ai ça ici. 5 demi est égal à moins 847 quarts. Fait que ça se trouve à être le plus bas que ma fonction va atteindre. Le sommet, le Y le plus bas, ça va être ça. Fait que ça va me permettre de répondre aux propriétés de mes fonctions. J'ai seulement validé que j'avais les bonnes réponses. C'était bel et bien le cas. Je vais juste faire un petit peu de ménage en déplaçant ça ici. Tiens. Comme ça. Pour que ce soit clair. Donc, au niveau du domaine, on se rappelle que c'est les valeurs que x prend dans notre fonction. Et pour la fonction quadratique, c'est super simple. C'est toujours les réels, sauf si on est en contexte, ce qu'on ne fait pas là, dans les problèmes qu'on fait. Pour l'image se trouve à être ici, les valeurs que va prendre mon y. Donc, mon y, on va commencer par le plus bas et on va monter puis on va se dire c'est quoi le plus bas que ça prend. Bien, le plus bas que ça prend au niveau du y, c'est moins 847 quarts. Et après, ça monte, puis ça n'arrête jamais, ma fonction. Et donc, à ce moment-là, on va dire que c'est de 847 quarts, donc de moins 847 quarts, c'est le minimum qu'on atteint. Et le plus haut qu'on va, ça se trouve à être l'infini positif. Donc, l'infini vers là. L'abscisse à l'origine. Les abscisses à l'origine, on en a deux. Hein, ça se trouve à être nos zéros. Nos zéros, c'est moins 3 et c'est 8. On se rappelle qu'il y a une forme d'écriture spéciale pour les abscisses à l'origine. Il faut répondre en accolade. Donc, on est dans la théorie des ensembles et donc, dans ce cas-là, on répond de cette manière-là pour faire une énumération des réponses. Donc, on indique nos deux réponses comme ça. Pour l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur initiale. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, on remplace x par 0 puis on calcule ce que ça donne. Je vais donc ici avoir 7 fois 0 moins 8, donc fois moins 8, ce qui fait moins 56. Et après, je vais faire, je remplace x par 0, mais 0 plus 3, ça fait 3. Donc, fois 3, et ça me donne moins 168. Donc, mon ordonnée à l'origine est de moins 168, et je vais en faire un calcul après à côté. Au niveau du minimum, c'est la valeur la plus petite de y que notre fonction va prendre. C'est donc ici moins 847 quarts. On peut aussi l'écrire en nombre décimal à moins 211,75. Au niveau du maximum, c'est le plus haut y qu'elle va prendre. Elle n'arrête jamais cette fonction-là, donc on est tenté de dire l'infini positif, mais un maximum, ça doit être un maximum qu'on ne dépasse pas, une valeur vraiment plafond. L'infini n'est pas un plafond, donc à ce moment-là, on écrit
qu'il n'y a aucune réponse. Pour la croissance, c'est croissant dans la section qui est ici, et on répond avec les x. Donc, de notre 0 jusqu'à l'infini positif, ça se trouve à être en train de croître. J'ai dit notre 0, mais c'était notre sommet que je voulais dire. Donc, à ce moment-là, de 5,5 jusqu'à l'infini positif. Donc, ça croît de 5,5 à plus l'infini. Ça décroît. Ça décroît pour l'autre section. Donc, autre section qui se trouve à être ici. Toute la branche qui est là, c'est en train de descendre. Donc, de moins l'infini jusqu'à 5,5, de moins l'infini jusqu'à 2,5. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. Donc, la décroissance de moins l'infini exclu à 2,5 à 5,5 inclus. Elle est positive, cette fonction-là, pour la branche qui est ici et la branche qui est là. On répond encore une fois avec les x. Donc, elle est positive de là jusqu'à là, de moins l'infini jusqu'à moins 3. Et elle est positive après de 8 jusqu'à l'infini positif. Donc, je vais indiquer ces deux intervalles-là. Et n'oubliez pas que quand on le fait avec deux sections, on le fait avec une union. Donc, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 3. Et c'est une autre section. Donc, on relie ça par une union jusqu'à plus l'infini. Donc, de 8 à l'infini positif. Ça n'arrête jamais après d'être positif. La section, c'est négatif, c'est l'autre section, c'est de moins 3 jusqu'à 8. Et je vous rappelle que l'axe des abscisses, l'abscisse à l'origine, fait autant partie de... Voilà, je vais y arriver. L'axe qui est ici fait autant partie de la section positive que de la section négative. Donc, à ce moment-là, ça fait partie des deux. C'est pourquoi c'est inclus dans positif, le moins 3 et le 8, et dans négatif, le moins 3 et le 8, parce que lorsque x est égal à moins 3 et lorsque x est égal à 8, notre fonction est égale à 0. Donc, elle fait partie des positifs et des négatifs. Et voilà pour la question 4. Question numéro 5. On dit pour quelle valeur de x a-t-on que 20 est égal à x plus 11 fois x moins 8? Ça ressemble beaucoup à la question numéro 1. On cherche à trouver des x qui vont nous donner des y. Donc, encore une fois, les possibilités sont que il y a un seul x qui donne ça, ce qui est très rare, qu'il n'y ait aucun x qui fait ça, ce qui arrive beaucoup plus souvent, et ce qui arrive vraiment le plus souvent, c'est qu'il y ait deux x qui fassent ça. Fait qu'on reconnaît ici qu'on est en forme factorisée. Mais en forme factorisée, il n'y a pas de raccourci pour trouver une valeur directement. Si on avait été en forme canonique, là, c'est super facile d'isoler notre x, parce que le x est à un seul endroit. Par contre, ici, on a des x là et là. On a des x à deux endroits. Et dans ce temps-là, la stratégie, c'est de contourner ça. Comment on peut contourner ça? Il va falloir faire deux choses. Il faut transformer ça en forme générale, c'est-à-dire qu'il faut développer, il faut multiplier les choses ensemble, les deux parenthèses ensemble, et ensuite, on va changer le 20 de côté. Fait que c'est ça la stratégie générale. On va commencer par développer. On va donc multiplier x par ça et 11 par ça ici. Ce qui va me donner x2 moins 8x plus 11x moins 88. Donc, en les distribuant tous ensemble. Je vais ensuite avoir que 20 est égal à x2 plus 3x. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé les termes semblables ensemble pour obtenir mon 3x. Donc, ça donne moins 88. Et ce que je vais faire, c'est moins 20 de chaque côté, dans le but d'avoir un 0 est égal à. On va donc avoir 0 est égal à x2 plus 3x moins 108. Et je cherche donc deux nombres à ce moment-là parce que là, je viens d'en parler au numéro 1 quand je fais le corrigé vidéo actuellement. Là, je viens d'en parler au numéro 1. Mais je vais prendre le temps de bien l'expliquer ici. Peut-être que vous n'avez pas vu le numéro 1. Mais je vous rappelle que quand on est en forme générale, la stratégie pour trouver les zéros, c'est de faire la formule, de faire moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Par contre, lorsqu'il n'y a pas de nombre de valeur x2, on peut toujours prendre quelques secondes pour essayer d'utiliser la stratégie de produit-somme pour factoriser et pour sauver du temps. Ici, c'est possible de le faire. On cherche deux nombres qui, multipliés ensemble, vont donner moins 108. Donc, c'est ça la stratégie de produit-somme, c'est de trouver deux nombres qui, multipliés ensemble, donnent le C de cette expression algébrique-là, et qui, additionnés ensemble, donnent le B. Donc, avec 108,
Moi, les nombres qui me viennent en tête, il n'y en a pas beaucoup, c'est 9 et 12, et justement, ça fait bien parce qu'ils ont un écart de 3. Donc, les nombres qu'on cherche, ça va être 12, oui, effectivement, 12 et moins 9. Donc, 12 fois moins 9, ça fait 108. Oui, effectivement. Et 12 plus moins 9, ça fait 3. On va donc avoir ici deux parenthèses. On va se ramasser avec 0 est égal, si on le conserve. Mais 0 est égal à x plus 12 et x moins 9. Ça, on n'en est pas sûr de ce qu'on a fait. On peut toujours le redistribuer. Remultiplier x fois x, ça fait x2. X fois moins 9, ça fait moins 9x. Mais moins 9x plus 12x, ça va me donner 3x. Et 12 fois moins 9, ça fait moins 108. Fait que ça fonctionne là. Donc, les valeurs qui vont faire ça, ça va être x est égal à moins 12 et x est égal à 9. Encore une fois, pour s'en convaincre, ce qu'on peut faire comme stratégie, c'est de remplacer x par les valeurs qu'on a trouvées ici dans l'équation de départ qu'on a ici. Donc, 9 plus 11, ça fait 20, et 9 moins 8, ça fait 1. 20 fois 1, ça marche, ça fait 20. Même chose avec moins 12 plus 11. Moins 12 plus 11, ça fait moins 1. Et moins 12 moins 8, ça fait moins 20. Donc, moins 1 fois moins 20, ça donne 20 aussi. Donc, ça fonctionne. Fait que pour quelle valeur de x a-t-on que 20 est égal à x plus 11 fois x moins 8? Pour x est égal à 9 et x est égal à moins 11. 12. Voilà. Donc, voilà pour la question numéro 5. Question numéro 6, on dit une fonction polynomiale de degré 2 a été tracée dans le graphique ci-contre en sachant que le point moins 4, 12 est un point situé sur la fonction et le point 5, moins 15 est son sommet, détermine l'abscisse du point P situé sur la fonction. Votre premier réflexe est peut-être de dire « OK, il faut que je trouve la fonction en forme canonique parce que j'ai le sommet. En remplaçant x par 5, h par 5, k par moins 15, et qu'ensuite je remplace par les coordonnées de moins 4, 12 pour trouver les coordonnées de l'autre point qui est là en remplaçant f de x par 12 puis en isolant le x. Juste de le dire, je me suis épuisé moi-même. Mais il y a quelque chose de tellement plus facile que ça, qui est basé sur le fait que cette fonction-là, elle est symétrique. Et on va faire une petite modification tout de suite pour rendre ça bien clair. Le fait que ce soit symétrique comme ça ici va me dire que c'est en plein milieu de ces deux points-là. Et donc, dit autrement, si ils ont le même y, il faut qu'ils soient situés à la même distance de chaque côté de mon sommet. L'écart entre le x qui est ici et le x du sommet doit être le même que l'écart entre le x du sommet et le x de ce point-là. Dit autrement, l'écart ici, il se trouve à être de 9 unités. Et donc, à ce moment-là, je dois aller de 9 unités comme ça aussi de l'autre côté. Je vais donc faire 5 plus 9, ce qui va me donner 14. Et donc, à ce moment-là, l'abscisse du point P est 14. Et c'est pas plus compliqué que ça. Fait que je voulais travailler ici avec cet exemple-là, l'effet miroir, le principe de miroir qui se trouve à être là. Bon, le 9 va mélanger, fait que je vais le déplacer un peu. Et je vais faire des petites explications de plus, là. Tu sais, ici, en disant que le 5 moins le 4 qui est là me donne 9. Moins 4, oui, parce que 5 moins 4, ça fait pas 9, là, est égal à 9. Donc, je dois ajouter 9 de l'autre côté. Je vais faire 5 plus 9 pour trouver le x qui est ici. Et donc, 5 plus 9 est égal à 14. C'est un effet miroir qui doit être conservé et ça va me donner ça. Je ne vais pas le faire à l'écran, mais juste pour le fun aussi, je vais calculer là, la règle de la fonction si ça avait été en canonique, puis juste m'assurer qu'avec x qui est égal à 14, ça donne bel et bien ça. Et ce n'est pas plus compliqué que ça pour la question 6. Question 7, on dit une fonction ht indique la hauteur atteinte par une balle de baseball en mètres selon le temps écoulé t en secondes depuis qu'elle a été frappée. Une situation qu'on a déjà vue dans les exercices, dans le document d'exercice en contexte. Lorsque la balle a été frappée, elle se situait à une hauteur de 1 mètre. Donc, dit autrement,
lorsqu'il y avait 0 secondes de passé, la hauteur était de 1 mètre. Et ensuite, on nous dit, en sachant que le point le plus élevé atteint par cette balle est précisément de 28 mètres et qu'il a été atteint exactement 9 secondes après que la balle ait été frappée, détermine la règle associée à la fonction h de t. Donc, dans le fond, si on se fait un petit dessin de la situation comme ça ici, on a t qui représente le temps écoulé depuis que la balle a été frappée, et ici h de t qui représente la hauteur en fonction du temps. On avait une balle qui était au début à une hauteur de 1 mètre. Elle a été frappée, elle a pris de la hauteur, et à un moment donné, elle va toucher le sol. J'ai plus quelque chose comme ça ici. Fait que c'est pas grave, c'est pas parfait. Et on sait que le point le plus haut qu'elle atteint, cette balle-là, le sommet, elle l'atteint après 9 secondes et c'est à une hauteur de 28 mètres. Donc 9, 28, comme ça ici. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut pour trouver la règle de cette fonction-là. J'ai un sommet, j'ai un point par lequel cette fonction-là passe, donc je vais pouvoir me servir de ça pour trouver la règle. Alors, le principe sera donc bien simple. On va donc partir en forme canonique. Pourquoi en forme canonique? Parce que je connais les coordonnées du sommet de cette fonction-là, donc je vais pouvoir remplacer h et k par les coordonnées de ce sommet-là. J'aurais donc, j'ai écrit x puis h de t, pardonnez-moi. Ça va plutôt être t. Là, j'avais écrit x et f de x au lieu d'écrire t et h de t. Donc, je remplace ça ici. J'ai donc h de t est égal à a fois t moins h. Mais h se trouve à être de 9 et k est de 28. Et si je veux trouver la valeur de a dans ça, je dois remplacer x et y par les coordonnées d'un point qui n'est pas le sommet. Parce que si je prends le sommet, je vais me ramasser avec une situation où j'ai 9 moins 9 qui donne 0 à la 2, qui multiplie a, et donc qui aspire totalement la valeur de a. Et sa valeur n'aura aucune incidence là-dedans. Donc, il faut prendre un autre point. Et donc, le point 0, 1. Et je vais donc remplacer x par 0, y par 1 et isoler. Je vais donc avoir 0 moins 9 à la 2 plus 28. Ça n'avait pas l'air de ça, là. Mais ça, c'était 1, 1. OK, ça va être plus beau comme ça. Et donc, je vais faire moins 28 de chaque côté. Donc, pour avoir moins 27 est égal à a fois 0 moins 9. Oh, on va juste écrire 9 à la 2. Moins 9 à la 2. Mais ça, on s'entend, c'est 81. Et donc, je vais poursuivre ça ici avec moins 27 qui est égal à a fois 81 ou 81a. C'était positif. Donc, on divise par 81 de chaque côté. Moins 27 sur 81, ça me donne moins 1 tiers. Donc, moins 1 tiers est égal à a. Et j'ai donc ma fonction finale, c'était h de t est égal à moins 1 tiers fois x moins 9 à la 2 plus 28. J'ai des petits doutes là sur les valeurs. Oui, mais oui, 9 et 28. Donc voilà pour la question 7. Question 8, on dit en sachant que la mesure de l'hypoténuse de ce triangle rectangle est de 73 cm², détermine son aire en centimètres carrés. Et ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas que tu me donnes l'expression algébrique qui donne son aire, là, de faire tout simplement là, de faire 5x fois 4x plus 4 divisé par 2, puis de me donner l'expression algébrique qui indique ce que ça donne. Là. Vraiment pas. Donc, ce que je veux plutôt qu'on fasse ici, c'est de trouver la valeur de x et après de déterminer son aire. C'est une phrase que je pourrais ajouter que sûrement quand vous allez regarder le corrigé, là, vous allez voir ça d'ajouter là, dans les choses. Ce serait plus clair. Mais donc, ce qu'on va commencer par faire ici, c'est d'associer les côtés qu'on a avec l'hypoténuse. Et comment on peut faire ça? Mais si l'hypoténuse est 73 cm², on s'entend qu'on peut trouver une expression algébrique qui représente l'hypoténuse. Et donc, comment on peut faire ça? On peut utiliser le Pythagore, là, le fait que a au carré plus b au carré est égal à c au carré. Je vais donc trouver, première chose ici, on tombe dans les questions en développement, donc je vais faire ça avec une belle structure.
la mesure de l'hypoténuse, mais algébriquement. Donc, en expression algébrique. Et ça paraît simple. Et on est habitué que ce soit facile. Pythagore, c'est d'habitude la chose que vous aimez le plus de secondaire 3, parce que c'est facile. Mais là, c'est un petit peu plus compliqué, parce que mon A au carré et mon B au carré sont des expressions algébriques. Donc, dire autrement, A, ça se trouve à être 4x plus 4. Ça va être 4x plus 4 qui est à la 2. Et B, c'est 5x. Bon, j'ai été fin, là. Je n'ai pas mis 5x plus ou moins quelque chose, là. J'ai été directement avec 5x. Il ne faut pas oublier que c'est à la 2, c'est 73. 73 à la 2. Là, je pense que vous commencez à avoir l'expression que ça va donner, l'équation, qui va être une fonction polynomiale de degré 2. Donc, en regroupant ça et ça ensemble, je vais avoir quelque chose qui est égal à 73 et je vais pouvoir isoler x pour trouver les valeurs possibles qu'il peut prendre et trouver la valeur qu'il doit avoir dans le problème qui est ici. Je vais donc commencer par faire 4x plus 4 fois 4x plus 4. Tiens, je vais le décortiquer ici là, juste pour la clarté du corrigé. Et donc, ça va me donner 16x2 plus... Donc, en faisant 4x fois 4x, ça fait 16x2. 4x fois 4, ça fait 16x. J'ai un autre 16x en faisant l'autre 4 fois 4x. Et en terminant, mon 4 fois 4 va me donner plus 16 comme ça ici. Par contre, ce n'est pas tout. On ajoute à ça le 5x2, qui lui est multiplié par lui-même. Excusez, le 5x fois 5x. Donc, le 5x ici, qui est multiplié par lui-même. Et ça me donne 25x2, qui est encore une fois égal à 73 à la 2. Oh, excusez pour le bruit. 73 à la 2. Ouais, je vais enlever ça au montage. Vous l'entendrez jamais. Donc, le 73 à la 2, qui va donner 5329. Comme ça ici. Et je vais pouvoir regrouper les termes semblables ensemble. Donc, j'ai 16x2 avec 25x2 qui va me donner 41x2. Et j'ai 16x avec 16x qui va me donner 32x. J'ai donc 41x2 plus 32x plus 16 qui se trouve à être égal à 5329. Et là, tu vas peut-être me dire, c'est bien beau Francis, mais moi, ce que je voulais avec ça, c'était de trouver la valeur de x. Ben, attends là. On va y aller avec... c'est vrai, hein, je vais changer mon titre. C'est plutôt ça qu'on fait. On est en train de trouver la valeur de x en faisant ça, qui n'est pas une mince opération. Mais donc, en se rendant là, ici, là, on a un peu l'expression algébrique qui représente mon hypoténuse, qui est 41x2 plus 32x plus 16, mais ce serait la racine de ça qui est l'hypoténuse. Et par contre, je sais que ça, tout mis ensemble, mon a au carré plus b au carré, c'est égal à ça, qui est mon c, qui est à la 2. Mais je n'ai pas besoin de trouver mon hypoténuse, c'est combien en expression algébrique, c'est vrai, pour le mettre égal à ça ici. Tout ce que j'ai besoin de faire après, c'est de isoler la valeur de x pour trouver x est combien. Fait que pour faire ça, et on est un peu dans une forme générale, avec un nombre de l'autre côté, mais ce qu'on va vouloir faire, et vous vous souvenez peut-être de la stratégie, là, je ne suis pas capable de trouver ça, il faut que ce soit quoi les valeurs de x pour que ça donne ça. Pas algébriquement. On n'est pas équipé pour faire ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que si je me ramasse avec une équation qui ressemble à ça et qui est égale à 0, ben là, je vais pouvoir trouver les zéros, soit avec la formule quadratique, là, le moins b plus moins racine b2 moins 4ac sur 2a, ou en faisant de la facto, ce qui va être moins approprié ici. Mais je vais donc justement faire des modifications à mon équation de manière à avoir quelque chose qui est égal à 0. Je vais avoir 41x2 plus 32x. Et là, je vais faire 16 moins 5329, ce qui va me donner moins 5313, qui est égal à 0 comme ça ici. Et on va donc ensuite faire notre formule quadratique pour trouver ça donne combien. On se rappelle qu'on devrait obtenir deux valeurs et que ces deux valeurs-là vont être aussi valides l'une que l'autre. C'est juste que, selon le contexte, il y en a une qui pourrait ne pas fonctionner. Donc, mon B ici, il est de 32. J'aurai donc moins 32, plus ou moins
racine de... Puis je ferai ma racine après parce que je vais manquer d'espace, c'est sûr. Je la ferai pas de la bonne longueur, là. Mais 32 à la 2 moins 4 fois 41 fois moins 5313, donc 4AC, sur 2A, donc sur 2 fois 41, donc sur 82. Faut pas que je me mêle moi-même. J'aurai donc ici moins 32 plus ou moins. Oui, il faut que je mette ma racine, là. 32 à la 2 moins 4 fois 41 fois moins 5313. Ce qui me donne 872 356. OK, c'est de la grosse valeur. Et c'est positif. C'est ce qu'on veut parce qu'on veut que ça donne des affaires. Si ça donnait pas des valeurs, à ce moment-là, on serait un petit peu dans le trouble. Et je vais tout de suite aller mettre ma racine carrée là, comme ça ici. Et on se rappelle que je vais poursuivre avec une version positive puis une version négative de ma réponse. Donc, avec ma version positive, je vais avoir, si je fais la racine de ce que j'avais, là, je vais faire plus 934 parce que la racine de 872 356, je ne sais pas par cœur, mais ma calculatrice, elle le sait que c'est 934. Je vais donc avoir moins 32 plus 934 sur, c'était 82, 2A. Donc ça, si je pitonne ça, moins 32 plus 934 sur 82, ça fait 11. Très belle valeur. Ici, je fais la même chose dans le négatif. Sur 82. Donc, moins 32 moins 934 sur 82. Ça fait quelque chose de moins beau un peu. Moins 11 et des poussières. Moins 11,78. Donc, environ égal à moins 11,78 comme ça ici. OK, donc clairement, ça ne peut pas être cette valeur-là. Pourquoi? Mais parce que dans mon problème, j'ai 5x et j'ai 4x plus 4 qui sont les valeurs possibles, qui sont les mesures des côtés là, de la petite cathète et de la grande cathète. Et donc, si je remplace x par un nombre négatif, 5x, il ne peut pas être positif, ne peut pas exister. Donc, c'est ce que je vais m'indiquer ici, là. Ne peut pas être négatif car les côtés auraient des valeurs négatives. Comme ça ici. Donc, à ce moment-là, on poursuit avec le 11. Et rendu là, vraiment, le gros du problème est fait. Ainsi, ce n'était pas clair ici. On était rendu avec x est égal à 11. Tiens, je vais le mettre beau comme ça ici. Et donc, à ce moment-là, on peut trouver la mesure des deux autres côtés, faire notre aire, là. Donc, je vais y aller directement avec une formule de l'aire. Donc, l'aire du triangle, on va avoir que l'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et ma base se trouve à être de 5x. Donc, je vais avoir 5x fois 4x plus 4. Je vais le mettre entre parenthèses sur 2. Et là, on a trouvé que x était égal à 11. Hein? Donc, on peut remplacer pour avoir que l'aire est égal à 5 fois 11 plus 4 fois 11 plus 4 sur 2. Ce qui va me donner 55 fois 48 divisé par 2. Ce qui me donne 1320. Donc, l'aire de ce triangle se trouve à être de 1320 cm². Donc, c'est ce que je vais indiquer ici. 1320 cm². Et voilà pour la question 8. Question 9. On dit les fonctions f de x et g de x ont été tracées dans le graphique ci-dessous.
Initialement, mon intention n'était de ne pas dire laquelle est f de x et laquelle est g de x, là, mais j'ai rajouté l'information plus loin. Donc on dit en sachant que ces deux fonctions se croisent en deux points, dont un point possède une abscisse de 4. Donc dit autrement, vous voyez là, que ces deux fonctions-là se croisent ici et là, mais c'est vraiment là dont on parle, le point dont l'abscisse est de 4. Fait que sur celui-là, on ne connaît pas son ordonnée, on ne connaît pas son y. On dit, détermine pour quelle valeur de x a-t-on que g de x est égal à 94,64. Donc, oui, on te le dit plus loin, là, oui, les 3 points dont les coordonnées sont données sont sur la fonction f de x. Donc, on en déduit que l'autre, c'est g de x, mais de toute manière, une valeur de 94,64 au niveau des y, bien, il était impossible que ce soit pour cette fonction-là qui est à 6 ici, donc elle ne pourrait pas monter. Mais bref, pour clarification, je l'ai ajouté. Donc, dit autrement, je cherche un point dont le x est inconnu, mais le y est de 94,64. Et donc, à ce moment-là, pour faire ça, ça me prend la règle de la fonction pour trouver le x. La règle de la fonction, je ne l'ai pas. Et là, ton premier réflexe, c'est peut-être de dire, ben, ça me prend le sommet plus 2 points, ou ça me prend les zéros, mais oublie pas que celle-là, en bleu, g de x, c'est une fonction qui est centrée à l'origine. Les fonctions centrées à l'origine sont beaucoup plus simples que les autres fonctions. En fait, pour trouver la règle d'une fonction centrée à l'origine, tout ce qu'il nous faut, c'est les coordonnées de un point. Et donc, on comprend que si j'ai les coordonnées de ce point-là, je vais pouvoir trouver le a de ma fonction centrée à l'origine pour trouver le x qui est là. Donc, comment je trouve le y de ce point-là? Il faut que je trouve la règle de ma fonction en rouge, ma fonction f de x, à partir des zéros et du point qui est là. Ça va me permettre de trouver le a, ce qui va me permettre de trouver la valeur de y lorsque x est égal à 4, ce qui va me permettre ensuite de trouver pour quelle valeur ici on a un y qui est de 94,64. Ah, pas facile. Hein? Alors, on va commencer par trouver, puis tiens, je vais les indiquer ici, là, celle-là, ça se trouve à être f de x par déduction et par ce qui est écrit dans le texte. Mais donc, on va trouver la règle de la fonction f de x. Donc, c'est ce que je vais indiquer ici. Mon 1 était moche, je le refais. Et donc, ma règle de f de x. Ici, pas besoin de définir nos variables parce qu'on n'est pas en contexte. Et donc, non, tu n'as pas besoin de le faire, Francis. Et donc, on va avoir que f de x, la forme la plus facile à utiliser ici, c'est la forme factorisée. Pourquoi? Parce qu'on possède les zéros de cette fonction-là. On va donc avoir que f de x est égal à a fois x moins 3. Ouais, je vais l'écrire comme ça ici. Oui, vous pouvez passer directement à x plus 3. Et x moins 5. Donc, les zéros ont été remplacés. On remplacé x1 et x2. Et je vais pouvoir ensuite isoler le a. En faisant f de x est égal à a fois x plus 3 fois x moins 5. Et en remplaçant x par les coordonnées d'un point et f de x par les coordonnées de ce même point, je vais pouvoir isoler le a. Le point qui nous est donné, c'est le point moins 1, 6 qui est ici. On va donc remplacer f de x par 6, x par moins 1, et j'aurai qu'à isoler ma valeur. J'aurai donc que 6 est égal à a fois, c'était moins 1 plus 3, donc fois 2, fois moins 1 moins 5, ça fait moins 6. Et je me retrouve donc avec 6 qui est égal à a, moins 12. A. Et donc, a est égal à moins 1/2. 6 divisé par moins 12, là, ça fait moins 1/2. Est-ce que ça a de l'allure? Allons voir. C'est une valeur qui est négative. C'est normal, parce que ma fonction est décroissante. Et on pourrait remplacer là, ensuite x et f de x par moins 1 et 6, une fois qu'on a trouvé la règle, pour voir si ça correspond. Fait que, tiens, f de x est égal à moins 1/2. Je ne vais pas l'écrire comme ça. Donc, moins 1/2
fois, c'était x moins 3, donc x plus 3, et x moins 5. Comme ça ici. Donc, comme je disais, je pourrais vérifier en remplaçant là, x par toutes les valeurs qui sont là pour voir si ça correspond. C'est ce que j'ai fait et ça fonctionne. Ma deuxième étape, c'est trouver l'ordonnée du point qui est là. Donc, trouver l'ordonnée lorsque x est égal à 4. Donc, ordonnée si x est égal à 4 dans la fonction f de x. Et vous entendez ma fille qui jase avec ma blonde. En primeur, en bonus, en information supplémentaire. Et pour faire ça, il faut simplement remplacer x par 4 et trouver la valeur que ça donne. Je vais donc avoir f de x est égal à moins 1/2 fois x plus 3, x moins 5. Donc, x est remplacé plutôt par 4. Et on va aller voir ce que ça donne. Donc, en remplaçant x par 4, je vais avoir moins 1/2 fois 4 plus 3, donc 7, fois 4 moins 5, ce qui fait moins 1. 7 fois moins 1, ça fait moins 7. Et moins 7 fois 1/2, ça fait 3/2. Excusez, là, ça fait, je crois, 7/2. Je vais vous avouer que je suis un peu distrait. Donc, 7/2. Ce qui est ma valeur ici. Donc, pour ce point-là, on est à 7/2, ce qui fait bien du sens. Là, 3,5, ça a bien de l'allure comme valeur. Il va donc nous rester à trouver la règle de la fonction en servant de ce point-là, en servant du point 4, 7/2. Donc, pour la suite, et désolé pour le changement d'audio, on se retrouve quelques heures plus tard. Donc, pour la suite, il va falloir trouver la fonction g de x. Dans le fond, je rappelle que c'est une fonction qui est centrée à l'origine. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir plein d'informations. On a seulement besoin d'un point. Une fonction centrée à l'origine, pour la fonction quadratique, là, va juste être ax2. Donc, je vais placer mon troisième titre qui va être justement donc l'équation de g de x. Et on a notre nouveau point. Donc, en fait, g de x est égal à, je vais écrire ax2 comme ça ici. Et notre nouveau point, c'est le point dont on a calculé précédemment les valeurs. On savait que son x était égal à 4, son abscisse était égal à 4, mais son ordonnée est inconnue. On l'a calculé ici, c'est donc de 7/2 ou 3,5. Je vais donc pouvoir remplacer g de x par 7/2 par 3,5. A est encore notre inconnu et le x était de 4. Je vais donc avoir 4 à la 2 ici. Donc, c'est 7/2 qui est égal à A fois 16. Et je vais devoir diviser par 16 de chaque côté. Ça devrait donc me donner... moi, je ne prendrai pas de chance, ça. Ça devrait me donner 7/32e, effectivement. Donc, 7/32e est égal à A. Donc, ma règle pour g de x et g de x est égal à 7/32e x2. On se rappelle que le but du problème, c'était pas de trouver l'équation de g de x, c'était de trouver pour quelle valeur de x on a que g de x est égal à 94,64. Par contre, là, j'ai seulement mis un point ici, mais j'ai deux points qui vont être ça. Donc, il faut les trouver. Et on se rappelle que ces deux points-là devraient avoir la même valeur, mais une dans le positif puis une dans le négatif. Donc, on cherche à trouver ce deuxième point-là, ces deux points-là. On va donc trouver le x associé. Il y en a deux, là. C'était 94,64. Comme ça ici, ce sera mon titre. Et j'aurai donc g de x est égal à la fonction que j'avais. Voyons, elle est où ma boîte?
Je vais essayer de la retrouver. Ah, c'est bon, je l'ai. Donc, g de x qui est égal à notre 7 32e x2. Et c'était 94,64 qui est égal à 7 sur 32 fois x2. Donc là, vous le faites comme vous le voulez. Vous pouvez diviser par cette 32e. Vous pouvez faire 94,64 fois 32, puis diviser par 7. Et on arrive à une valeur de 432,64. Par contre, ce n'est pas terminé. Hein, c'est le 432,64 là, qui est égal à x2. Il faut donc faire la racine carrée de ça. Ce qui me donne 20,8. Ce qui me rassure parce que c'était la réponse que j'avais planifiée en faisant l'exercice. On se souvient qu'il faut nous donner une valeur positive puis une valeur négative. Et donc, à ce moment-là, j'obtiens, comme je disais, 20,8 en positif est égal à x. Et en négatif, ben, c'est moins 20,8 qui est égal à x. Et contrairement à d'habitude, on n'a pas besoin de faire rien de plus. On arrive directement avec ces valeurs-là. Donc, lorsque x est égal à moins 20,8 et x égale à 20,8. Et non, il n'y a pas de forme spécifique à donner dans la réponse. Vous auriez même pu écrire le x est égal à plus ou moins 20,8 et j'aurais accepté aussi. Donc voilà pour cette question. La question 9. Question numéro 10, dernière question de ce document de préparation à l'évaluation. On dit une fonction h de x a été tracée dans le graphique ci-contre. Il y a un 2 de trop. Vous ne devriez pas le voir, vous, dans votre version du document de préparation à l'évaluation. Donc, une fonction h de x a été tracée dans le graphique ci-contre. On dit la fonction h de x a le même sommet qu'une fonction f de x, dont l'équation de la règle est ça. Ensuite, on dit la fonction h de x a un zéro commun avec la fonction g de x, dont l'équation de la règle est ça. En sachant que p et q sont situés sur la fonction h de x, détermine la distance qui sépare le point q du point R. Donc, on comprend que le point R ici est aligné avec celui-là. Il se trouve avoir la même valeur. Là, je pourrais même mettre ici un petit signe de perpendiculaire, ce que je vais ajouter dans votre version de l'examen. Donc, vous allez pouvoir comprendre que ça se trouve à être là, bien aligné comme ça. Et donc, à ce moment-là, la stratégie est simple. Il faut trouver la règle de h de x et il faut trouver pour quelle valeur de h de x. On a que notre fonction est égale à 48, la fonction est égale à 0. Trouver les x qui nous donnent ça et soustraire les deux. Donc, chacun a des valeurs qui sont relativement proches au niveau de notre fonction. Pour faire ça, pour trouver la règle de h de x, il faut d'abord trouver le sommet de f de x, parce que le sommet de f de x va être le même pour h de x, donc ça va être le sommet qui est là. Et deuxièmement, ça va nous prendre un point pour trouver la règle. Bien, le point, ça va être le 0 qu'on a en commun avec g de x. Donc, on va trouver ce 0-là. Donc, je pars et je vais commencer par trouver le sommet de f de x, qui est aussi le sommet de h de x. Donc, indirectement, là, ça se trouve être une série de situations où on trouve des zéros, des sommets. On s'en sert pour faire autre chose. Mais donc, le sommet de f de x. On a notre f de x qui était en forme générale. Donc, moins 1 sur 5x2 plus 4x plus 78. Je vais juste m'assurer que je l'ai bien recopié. Effectivement. Et lorsqu'on est en forme générale, ce qu'on va faire pour trouver le sommet, ben, on commence par trouver le h en utilisant la formule qui est de moins b sur 2a. Et donc, dans le cas actuel, h va être égal à moins 4 sur 2 fois moins 1 cinquième, ce qui nous donne moins 4 sur moins 2 cinquièmes, ce qui va nous donner... je crois que ça va être... je vais le pitonner. J'arrive à 10. Et effectivement, c'est comme moins 20 sur moins 2, donc oui. C'est comme ça ici. Donc, on a trouvé notre h qui se trouve à être de 10. Notre sommet est situé en 10
mais on ne sait pas quoi. Donc, on se rappelle que pour trouver le sommet, dès qu'on a trouvé le h, on va pouvoir remplacer la valeur qu'on a trouvée, donc 10, dans la fonction qui était le moins 1 sur 5, x2, donc fois 10 à la 2. Ça va être mélangeant, je vais mettre un fois comme ça ici. Plus 4 fois 10, plus 78, comme ça ici. Je vais donc avoir f de 10 qui est égal à, je vais calculer ça, là, moins 1 cinquième, oups, pas moins 1 demi, donc moins 1 cinquième, fois 100, plus 40, plus 78. Je m'attends à 98. Alright. Yes, 98 ici. Donc f de 10 est égal à 98. Donc mon sommet est situé en 10, 98. Et je vous rappelle que c'est autant le sommet de ma fonction f de x que ma fonction h de x. Donc j'ai le sommet. Tout ce qu'il va me falloir, c'est le 0, mais je ne sais pas c'est lequel. Fait que ça va être les zéros de g de x. Et quand je dis je ne sais pas c'est lequel, c'est qu'ils ont un sommet en commun. Et indirectement, dans le problème, je devrais être en manière de déduire c'est quel sommet qui va être commun. Bon, j'en dis pas plus, c'est moi qui ai créé le problème, mais quand même, là, il va y avoir une manière de déduire c'est quel le 0 qui est le bon. Si tout se passe bien là, dans le problème que j'ai créé. Et donc, notre fonction, c'est 7x2 plus 105x moins 378. Bon, je le sais, j'ai été pas mal dans la forme générale. Mais disons qu'en forme factorisée, trouver le 0, c'est un peu trop facile. Puis en forme canonique, il y avait une raison pour laquelle je n'ai pas mis en canonique, mais je m'en souviens plus. C'est pas grave. Donc, pour trouver les zéros ici, on se rappelle que quand on fait ça, on va se servir de la formule qui est moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Loin de moi l'idée de factoriser ça. Ça se ferait, mais c'est pas agréable et la formule va être plus efficace, plus rapide. Donc, on va y aller avec. On va donc avoir moins b, donc moins 105, plus ou moins la racine de b2, donc 105 à la 2, moins 4 fois, c'était 7 fois moins 378, sur 2a, donc sur 14. Bon, je vais quand même écrire 2 fois 7. Et ensuite, je vais calculer ce qu'il y a à l'intérieur de ma racine, donc 105 à la 2, moins 4 fois 7 fois moins 378. Donc, moins 105, plus ou moins la racine de 21 609 sur 14. On va faire la racine carrée et on va faire une version positive et négative de notre valeur qu'on obtient. Donc, la racine de 21 609, ça donne 147. Je vais donc avoir moins 105 plus 147 sur 14. Ce qui devrait me donner 42 sur 14, donc 3. Yes, 3. Tandis que de l'autre côté, c'est moins 105, moins 147. Et là, je pense que vous commencez à voir qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi ce ne sera pas acceptable comme réponse? Quand je calcule ça, ça me fait moins 252 divisé par 14, moins 18. Je vais juste valider. J'ai fait un petit peu de calcul mental là-dedans. Et je vais être sûr que je suis correct. Oui, moins 18. Donc, on s'entend, ça ne peut pas être moins 18. Pourquoi ça ne peut pas être moins 18? Pas parce que c'est une valeur négative, mais parce que mon graphique est strictement dans le cadran 1 au niveau des zéros. Donc, les zéros ici peuvent être positifs et positifs, mais pas négatifs. Donc, le zéro qu'ils vont avoir en commun, en plus de ça, comme on a trouvé que notre sommet de notre fonction h était de 10,98, c'est sûr que le zéro qu'on a trouvé, c'est le zéro qui est ici, qui est de 3. Donc, à ce moment-là, je vais l'écrire, ça ne peut pas être moins 18. Et pourquoi ça ne peut pas être moins 18? C'est bien simple, impossible, car les zéros de h de x sont tous positifs. Donc, car les zéros de h de x sont positifs. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Maintenant, j'ai deux sommets. J'ai
j'ai le sommet, excusez, j'ai un 0, donc le point 3, 0. Je vais donc pouvoir m'en servir pour trouver la fonction de h de x, donc la règle de h de x. Pour trouver la règle de h de x, je vais me servir du fait que je connais le sommet. Je vais donc l'écrire en forme canonique. On se rappelle qu'en forme canonique, c'est basé sur l'emplacement du sommet de notre fonction. Le sommet, on a découvert qu'il était en 10,98. Je vais donc pouvoir remplacer h par 10 et k par 98. Et je vais pouvoir aussi remplacer les coordonnées de x et de h de x par l'autre point, donc l'autre 0, le point 3, 0. Comme ça ici. Donc 0 est égal à a fois 3 moins 10, ce qui me donne moins 7, ce qui fait 49, et 98 de l'autre côté. Donc je vais pouvoir faire moins 98 de chaque côté pour avoir moins 98 est égal à a fois 7 à la 2, donc 49. Et en faisant moins 98 qui est égal à 49, je vais diviser par 49 de chaque côté pour avoir que moins 2 est égal à a. Donc ma fonction de h de x est égale à moins 2. C'était x moins, je suis plus sûr, moins 10 à la 2 plus 98. Et donc à ce moment-là, j'ai ma règle de ma fonction. Tout ce qui me reste à trouver pour répondre à la question, et ça comme si c'était simple et facile, mais c'est de trouver les valeurs de x pour le point P et pour le point Q. Donc l'autre 0 de cette fonction, ainsi que les coordonnées du point P. Donc le x du point P. Je vais faire ça ici. 4 abscisse de P. Donc pour faire ça, on avait déterminé que le point P, son y était de 48. Donc, je vais devoir remplacer h de x par 48. Et le reste, c'était moins 2 avec x moins 10 à la 2 plus 98. Oui, exactement. Comme ça ici. Comme ça. Je vais donc faire moins 98 de chaque côté pour avoir moins 50 est égal à moins 2 x moins 10 à la 2. Je divise par moins 2 de chaque côté, ce qui me fait 25. Je ne sais pas pourquoi j'allais écrire 25. J'allais écrire 45, mais ça n'a pas d'allure pantoute, qui est égal à x moins 10 à la 2. Je vais faire une racine carrée de 25 et on n'oublie pas que là, on fait une version positive et négative, ce qui va me donner 5 est égal à x moins 10 et de l'autre côté, moins 5 est égal à x moins 10. Et on fait plus 10 de chaque côté pour avoir 15 est égal à x. Et ici, 5 est égal à x. Donc, dans les deux, et on va retourner à notre graphique pour ça, on va voir clairement que c'est 15, la valeur qui est là. Parce que 5 se trouve à être avant le sommet. Donc, je vais dire que 5 est impossible comme valeur, car à gauche du sommet. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est une valeur de x qui se trouve à être à droite du sommet. Je vais bien l'expliquer là, dans le dessin parce que je ne l'ai pas très bien fait. Ici, mon x de mon sommet, il est à 10. Et comme le point P est plus à droite, après, il faut que ce soit un x qui est plus élevé que celui qu'on avait pour le sommet S. Donc, à ce moment-là, ça ne peut pas être une valeur de 5 parce que c'est trop petit. Je vais poursuivre en trouvant l'abscisse du point Q. Et pour ça, je peux faire deux choses. Soit je peux trouver le 0 et on peut trouver notre valeur, ou je peux me servir de l'effet miroir dans ma fonction. Ce que je veux dire par là, c'est que l'écart ici entre mon 0, 3, et le x de mon sommet est de 10. Donc ici, je vais pouvoir, entre le 3 et le 10, il est de 7. Ce que je vais pouvoir faire, c'est partir ici de 10 et ajouter 7 pour trouver l'autre 0. Donc, ça va être à 17. Au niveau de la justification, tiens, je vais mettre ça ici. Un 5e calcul. Abscisse du point
C'était Q. C'est Q. Donc, l'abscisse de Q. Donc, je vais écrire l'écart entre l'abscisse du premier zéro et du sommet est de 7. Un genre 10 moins 3 égale 7. Et je vais mettre des petites couleurs là-dedans parce que, oh boy, ce sera pas facile à voir. Et donc, entre 10 et 3, ici, il est de 7. Comme ça. Donc, je peux réutiliser ce principe-là. Et donc, je vais dire que l'écart entre l'abscisse du deuxième zéro et du sommet doit encore être de 7. Et donc, je vais faire 10 plus 7, qui est égal à 17. Je l'avais-tu mis entre parenthèses? Oui, comme ça ici. Et donc, pour terminer, et là, je manque vraiment d'espace, je vais écrire ça à la page suivante. Le dernier calcul, donc la distance entre les deux sommets qui vont être, les deux points, qui vont être Q et R. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est que Q, il est situé en 17,0 et R est situé en 15,0. Donc, on a juste besoin de faire 17 moins 15 parce que la distance est strictement horizontale, pas verticale. Donc, la distance qui sépare le point Q du point R est de 2 unités. C'est une longue ligne pour écrire ça. Comme ça ici. Donc voilà. Je vous rappelle par contre que c'était possible, comme je l'avais expliqué tantôt, au lieu de faire cette explication-là, de trouver le deuxième zéro en remplaçant h de x par 0 dans ma fonction qui est ici, en faisant moins 98 de chaque côté, en divisant par moins 2 pour avoir 49, en faisant la racine carrée avec le 49 positif qui était 7, et en faisant 10 plus 7, ce qui donnait 17, donc ça donnait la même réponse aussi. Je voulais juste mettre un petit peu plus l'emphase sur l'effet miroir. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à la plupart de vos questions. Et sinon, n'hésitez pas à m'écrire, à venir me voir en récupération. Ça va me faire plaisir de vous aider à mieux comprendre, si je peux y arriver, et de vous donner un coup de main pour bien vous préparer à votre évaluation. Donc justement, bonne fin de préparation à l'évaluation et bonne fin de journée.